les Juifs qui ont été détenus en Mésopotamie ont appelé les Élohim au VIe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'ils ont été déportés en Mésopotamie par Nabucodonosor. Donc ils ont traduit littéralement les Anunnaki en Elohim. Mais pourtant, ce n'est pas la même ethnie. On les appelle aussi les enfants d'Anu. Anunnaki, les enfants d'Anu, parce qu'Anu était leur dieu, en fait, c'était leur roi. Et les historiens ont assimilé à tort cette ethnie Anunnaki à des dieux locaux, alors qu'en fait, dans leur chronique, il n'y a pas de culte religieux. En réalité, à cette ethnie, ils ne leur proposaient que le gîte et le couvert. C'est-à-dire que leur temple n'était pas un lieu de culte, mais un lieu d'abri. Et en échange, cette ethnie leur proposait une technologie de manière à pouvoir faire évoluer leur propre société. Alors, pour nous, ces tablettes constituent finalement un modèle explicatif des ovnis que l'on observe aujourd'hui. Et cette théorie, d'ailleurs, a été développée, comme je vous l'ai indiqué d'abord, par Eric von Daniken dans les années 60, mais il avait quand même avec lui d'autres précurseurs, comme Jean Sandy, que vous connaissez probablement, Jacques Berger, Robert Charroux. C'était soit des écrivains, soit des chercheurs, soit des journalistes, comme c'était le cas de Robert Charroux. Alors, comme je vous le disais, ce peuple est sorti brusquement du néolithique, de nulle part, donc il y a à peu près 10 000 ans environ, et du jour au lendemain, ils ont bénéficié d'une technologie sédentaire que l'on pourrait encore leur envier de nos jours, en tout cas dans certains lieux du monde où finalement même la culture agraire n'est pas très connue. Donc du jour au lendemain, on est passé d'une société nomade, chasseur-cueilleur, à une société sédentaire qui pouvait maîtriser la statuaire, qui avait fabriqué des villes avec des tout à l'égout, qui étaient organisées, structurées. Les enfants apprenaient à écrire le matin. Il y avait très peu de différence entre cette société et la nôtre aujourd'hui. Le matin, les enfants allaient à l'école et ils écrivaient sous la dictée de leur professeur après avoir consommé un bol de céréales. C'est à croire que nous n'avons fait que mimer ce que cette société avait pour nous réalisé dès le départ. Il y avait des tribunaux de justice, il y avait des avocats, il y avait des journalistes. Il y avait aussi de la jurisprudence. Je me souviens d'un cas qui m'avait surpris. Je me suis intéressé à cette société grâce à un archéologue célèbre qui s'appelle Samuel Noah Kramer, qui a écrit Notre histoire commence à Sumer. Je vous encourage à le lire parce qu'il est édifiant. Et on y apprend que la première jurisprudence, on la trouve dans un texte qui est à peu près pas loin de 5000 ans, où une femme était supposée coupable parce qu'elle était responsable du meurtre passif de son mari, parce qu'au courant de son assassinat, elle n'en avait pas informé les autorités. Et elle a été jugée pour complicité passive de l'assassinat de son époux. Et ça, c'est très difficile à imaginer pour une population aussi primitive que les Sumériens qui viennent juste de sortir du néolithique. Donc, voici un petit peu leur histoire. Oui. Voilà. Alors, comme je vous disais, ce titre, je l'ai aussi emprunté à un ouvrage célèbre qui est celui de Samuel Noah Kramer. L'histoire commence à Sumer, et celle des ovnis également. Alors, d'autres ouvrages ont été consultés pour cette conférence et pour l'étude que j'ai pu faire à ce sujet, notamment l'Enuma Elish, qui a été traduit par George Smith, qui est donc membre du British Museum. L'Enuma Elish, c'est l'épopée de la création, où on vous raconte dans le menu détail comment les hommes ont été créés par une ethnie appelée les Anunnaki. Il y a aussi Zecharia Sitchin, dont je me suis largement inspiré, qui est très connu pour avoir écrit La 12e planète, mais il a aussi participé à traduire de nombreuses tablettes sumériennes. Il y a aussi l'Atrahasis. L'Atrahasis, on va dire que c'est un petit peu le Noé mésopotamien, qui était Utanapishtim chez les Sumériens, mais c'est exactement la même histoire. Et puis la liste des rois que l'on dit légendaires, mais qui en réalité ont effectivement existé. Alors,
à défaut de ce qu'on pourrait penser, les Sémites ont constitué justement l'origine de ce peuple sumérien. Ce ne sont pas des sociétés, finalement, du Moyen-Orient ou du Proche-Orient. Ils ont émigré du Caucase, une partie s'est sédentarisée du côté de la Grèce, en remplaçant les proto-doriens, ils sont devenus les Doriens, et puis les Grecs. Et une partie qui les avait précédés est allée s'installer justement en Irak. À l'époque, c'était la terre de Sumer. Alors, entre autres exemples, les tablettes sumériennes nous apprennent qu'ils ont inventé la roue, et oui, le calendrier de 12 mois et le cercle de 360 degrés. Et donc, ils ont imaginé d'abord une année circulaire avec 360 jours. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait un décalage et ils ont transformé leur calendrier pour se rapprocher du nôtre. Vous voyez, ça vient de chez eux. Ils pensaient déjà que la Terre tournait autour du Soleil en une année et que chaque élément de révolution constituait un degré autour du Soleil. Alors, je vais essayer de vous situer. Voilà. Donc, la terre de Sumer, je ne sais pas si vous voyez bien ici, c'est autour de Nippur, Uruk, Lagash, Télo, et on ne voit pas très bien, il y a également Kish, effectivement c'est noté, et Babylone est un petit peu à l'extérieur, et ça se trouve entre deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre, et ce sont les deux fleuves aussi du paradis terrestre que vous avez dans la Genèse, qu'on appelle l'Éden, et il se trouve que l'Éden vient d'un terme sumérien, car cette région de Sumer, les Sumériens l'appelaient l'Édine. Et ce sont donc les Juifs qui avaient été déportés de Jérusalem par Nabuchodonosor qui se sont appropriés cette identité. Alors, l'histoire moins similaire par rapport à nos jours, ce sont les Sumériens. Donc tout ce qui intervient après, c'est de l'histoire, parce qu'à partir de cette période, on a des textes écrits. Et ça s'est ensuite essaimé dans tout le Moyen-Orient, dans tout le Proche-Orient, et puis en Europe. Et avant, évidemment, on a la préhistoire, et les seuls éléments que nous avons, ce sont des graffitis sur des grottes. Mais, puisqu'on parle de grottes, les traces d'Anunnaki ou d'extraterrestres, eh bien, ne proviennent pas simplement il y a 6000 ans, mais bien à 10 000 ans. À partir de cette date-là, il se passe dans tous les coins du monde un phénomène assez curieux, c'est qu'au lieu d'avoir sur les parois rocheuses des pictogrammes qui représentaient des hommes ou des animaux sous forme de bâtonnets, on a brusquement des volumes. Et on a des créatures immenses qui sont habillées, et les hommes préhistoriques profitent des reliefs des grottes pour leur donner beaucoup de volume. Et c'était tellement surprenant que beaucoup d'ufologues s'y sont intéressés, et Malraux a interdit, non pas pour des raisons de préservation, mais Malraux, dans les années 60, en 1962, a interdit justement au public de les fréquenter à cause des curiosités qu'elles révélaient. Alors voilà, sur le plateau de Tassili, vous voyez, c'est très curieux. Vous avez ici, donc, jusqu'à présent, les hommes étaient représentés comme des bâtonnets. Là, vous avez des volumes. Et vous avez ici le grand dieu martien. Alors ce sont justement les archéologues qui l'ont appelé ainsi, sur une peinture rupestre de ce plateau de Tassili qui se trouve dans la partie algérienne du Sahara. Alors vous avez ici encore, dans l'abri de Jabarène, vous retrouvez le grand dieu. C'est quand même très curieux. Et là vous avez à Pêche-Merle, vous avez ce qu'on appelle l'homme blessé. Je ne sais pas si le pointeur le voit bien. Voilà, vous voyez ici un ovni. Ici, vous voyez un ovni. Curieusement, on verra qu'on le trouve dans de nombreuses grottes, en France et en Espagne. Et on voit des traces d'objets volants non identifiés, que certains ont assimilés à des ovnis, mais j'en parlerai davantage demain pour la conférence de 16h. Alors, curiosité dans la statuaire, parce que je vous rappelle que les Sumériens ont inventé le bronze, et à 1% près, on a la même composition qu'aujourd'hui. En cuivre et en nickel.
Et la curiosité, c'est la statuaire des Anunnaki. Les Anunnaki, ce sont des reptiliens mammaliens. Ça n'existe pas, ça n'existe plus les reptiliens mammaliens. Les derniers représentants de cette espèce ont disparu il y a plusieurs millions d'années. Donc, les Sumériens ne pouvaient pas connaître les reptiles mammaliens. Et pourtant, ils représentent ici un reptile, un bipède, debout, en train de donner le sein à un enfant. Et ça, c'est impensable d'imaginer qu'une société humaine représenterait l'humain de cette façon-là, habillé. Alors que vous voyez que l'être humain à côté, qui est considéré comme un esclave, on verra ce que veut dire humain. Étymologiquement, ce sont les mains de Hu, parce que l'un de ces dieux s'est rendu compte que les humains offraient des services importants, et ils pouvaient se charger de l'intendance d'une maison, et de les utiliser comme domestiques. Ils étaient donc devenus les mains de Hu. C'est donc les mains de Hu, human, ou les hommes de Hu, que vous trouvez chez les Anglais avec human. Donc les hommes de Hu ou les mains de Hu, et ce serait l'origine de notre humanité. Et vous voyez, ils sont représentés dénudés avec un simple pagne. Alors, je ne sais pas si certains ont vu la planète des singes il y a quelques décennies. Je parle de la première version avec Charlton Heston qui est sortie, je crois, en 68 ou 67. Et c'est justement la raison pour laquelle, vous savez, dans ce film qui est devenu une série, il y avait 3 ethnies de singes. Il y avait les guerriers, c'était les gorilles, les chimpanzés, les scientifiques, et la troisième génération, c'était les orang-outans, qui étaient les sages. Et justement, à la fin du film, Charlton Heston, qui voulait démontrer que les humains avaient été antérieurs aux singes, avait montré une poupée qui disait « papa ». Et pour cette raison-là, le fait qu'un singe ait pu fabriquer une poupée qui disait papa, ça n'avait pas de sens. Et c'est la raison pour laquelle ça avait ébranlé ces orang-outans qui en fait cachaient le secret puisqu'ils connaissaient l'origine de l'humanité qui les précédait. Et bien là, on peut dire que c'est la même chose. C'est un peu le syndrome de la planète des singes. Il est impensable de représenter un reptile de cette façon. On a affaire ici à une reine. Je peux vous dire que c'est la cousine du roi Anou. On pense que c'est Lilith, qui était la première femme d'Adam. Alors là, très rapidement, je ne veux pas m'y étendre, pour avoir des artefacts. Alors là, pour le système acadien, ça c'est le bas-relief le plus ancien que l'on connaisse. C'est un système solaire acadien. Et les Sumériens connaissaient la totalité des planètes. Donc ils connaissaient Mercure jusqu'à Pluton. Et je vous rappelle que Pluton a été découverte en 1930, même si aujourd'hui on dit que c'est plus une planète, mais une planète naine. Là, il y a encore controverse. Elle a été découverte en 1930 par Clyde Tombaugh, qui est un Américain, et qui avait utilisé pour l'époque une lunette astronomique à fort champ. Et ça a permis de voir cet objet lointain, qui est probablement une lune de Jupiter. Et donc, les Sumériens connaissaient toutes les planètes qui gravitaient autour du Soleil. Non seulement ils connaissaient toutes les planètes, mais ils connaissaient la ceinture d'astéroïdes qui était absolument invisible à l'œil nu. Et il l'appelait le bracelet martelé, pour expliquer que cette ceinture d'astéroïdes était le résultat d'un choc planétaire dont on va parler. Alors, j'ai illustré également ce propos avec le bas-relief d'Abydos, qu'on dit être un palimpseste, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux. Ce serait soi-disant des fautes d'orthographe des scribes de l'époque, parce que le bas-relief d'Abydos, il date du roi Séti Ier, ça doit être à peu près 3500 ans environ avant Jésus-Christ. Et donc on y voit des objets tout à fait anachroniques. Alors, on a prétendu que c'était des fautes d'orthographe, un petit peu curieuses, jusqu'à ce qu'on trouve à Saqqara, qui est encore plus ancienne, c'est la pyramide à degrés du dieu Djoser, pour ceux qui connaissent un petit peu l'égyptologie, et on y a trouvé un objet parfaitement aérodynamique et capable de voler. Alors là, j'ai représenté les différentes planètes. Alors, officiellement, ce n'était pas le système solaire, bien que ça soit bien clair. Hein. On voit très bien au centre les rayonnements du Soleil, avec toutes les planètes autour. Et on a dit, ça ne peut pas être le système solaire, parce que les planètes qui sont représentées sur ce bas-relief ne sont pas à l'échelle. Donc c'est un argument que je trouve un petit peu pauvre pour justifier le fait qu'on n'ait pas affaire au système solaire. On remarquera aussi que les Anunnaki sont plus grands, puisqu'ils sont à la même hauteur tout en étant assis. On verra plus tard sur une autre photo qu'ils sont bien plus grands. Alors, d'où viennent ces Anunnaki? Alors voilà tel qu'était le système solaire avant leur arrivée. C'est-à-dire que nous avions la première planète Mercure, Vénus,
une planète qui orbitait entre... Alors, Vénus, Mars, il n'y a pas la Terre. Il y avait une planète que les anciens appelaient Tiamat, qui orbitait donc entre Mars et Jupiter, puis évidemment Saturne, Uranus, Neptune, et enfin Pluton. Tout ça, ça a marché d'une mécanique astronomique parfaite. On reviendra sur la manière dont le système solaire s'est formé. Il est parfaitement symétrique. Il y a ce qu'on appelle le plan de l'écliptique. C'est un plan donc, qui est orthogonal à l'axe de rotation du Soleil, parce que le Soleil tourne. Lui aussi, c'est un quadripôle qui tourne. Et les planètes se sont réparties sur un seul plan. Donc toutes les planètes sont sur ce plan. Il n'y en a pas une qui est au-dessus ou en dessous. Elles ont toutes un axe de rotation, du fait même de leur formation, parce que ce sont des éjectats du Soleil. Vous savez que le Soleil brûle de l'hydrogène pour faire de l'hélium, et ensuite ça continue jusqu'à fabriquer de l'uranium. Oui, dans le Soleil, il y a aussi de l'uranium. En fait, ça fait un peu loin pour aller alimenter nos propres centrales nucléaires. Donc, il y a tous les métaux lourds dans les soleils qui consomment de l'hydrogène, et quand le Soleil commence à être très chargé d'énergie, il se met à tourner de plus en plus vite, et la force centrifuge lui permet d'éjecter des fragments qui vont devenir des planètes plus ou moins rocheuses, ou gazeuses, ou des jantes gazeuses comme Jupiter, ou rocheuses comme Vénus et Mars. Eh bien, sur ce modèle-là, dont on est certain, ça veut dire que les éjectats sont sur le même plan de l'écliptique, sur le même plan, qui tourne autour du Soleil. Ça veut dire que toutes les planètes doivent tourner dans le même sens autour du Soleil, et dans le même sens de rotation que le Soleil lui-même. Et en plus, les planètes doivent toutes tourner dans le même sens. Et leur axe de rotation doit être lui aussi parallèle à l'axe de rotation du Soleil. C'est la formation naturelle des éjectats produits par le Soleil. Donc ça a marché comme ça pendant très longtemps, on va dire pendant quelques milliards d'années. Notre système solaire a environ 4 milliards et demi d'années. Et puis un beau jour, une comète a traversé notre système solaire et sa queue a été capturée par effet de fronde, c'est-à-dire qu'une partie de la gravité des planètes qui occupent notre système solaire ont attiré ce corps cométaire. Et une partie de ce corps cométaire a été arrachée et il s'est mis à tourner lui aussi autour du Soleil. Mais comme ce n'était pas une planète produite par le Soleil lui-même, cette planète n'était pas sur le plan de l'écliptique. Elle était en dehors. Elle tournait en dehors autour du Soleil. Et cette planète, les anciens l'ont appelée Nibiru, les Sumériens l'ont appelée Nibiru, et plus tard les Babyloniens l'ont appelée Marduk. Ils en ont fait leur dieu. Alors, au passage, je vais revenir sur Jupiter. Donc Nibiru orbitait entre Tiamat et Jupiter, et voyez, en sens inverse. Et pour les Sumériens, comme pour les Grecs et ensuite les Romains, Jupiter était le roi des planètes. C'était absurde de penser cela. Pour quelqu'un qui a une connaissance, on va dire, simplement visuelle de ce qu'il voit, le soleil se lever le matin et se coucher le soir. Normalement, c'est le soleil qui devrait être le roi des planètes. Eh bien non, ce n'est pas le soleil, c'est Jupiter, je vous le confirme, parce que Jupiter tourne beaucoup plus vite que le soleil, et il a donc une énergie beaucoup plus importante. C'est ce qu'on appelle un moment cinétique, qui est beaucoup plus grand, et qui a organisé le système solaire. C'est-à-dire que ce n'est pas le soleil qui a organisé les planètes sur le plan de l'écliptique, c'est bien Jupiter. Et bien ça, les Sumériens le savaient aussi, il y a donc 6000 ans, ils le savaient, puisque pour eux c'était le roi des planètes, et c'était effectivement le cas. Donc c'était justement pour alimenter le fait que ce ne sont pas avec des connaissances du néolithique qu'on peut arriver à cette déduction. Donc on continue, Nibiru a tourné comme ça. Alors évidemment là c'est un plan, mais en réalité il faudrait voir la trajectoire de Nibiru hors de ce plan, tournant autour du Soleil. Et ce qui devait arriver arriva. Nibiru avait aussi des lunes, c'est-à-dire des satellites naturels, et l'une d'elles qui s'appelait Kangoo, même orthographe que le véhicule Renault, je ne sais pas si c'est pas Renault qui a récupéré le nom de ce satellite, a heurté Tiamat et l'a fracturé. Et ça a été un choc astronomique considérable. Ça a été la catastrophe astronomique que les Sumériens ont raconté dans leurs tablettes sumériennes, notamment dans l'Enuma Elish, dont je vous ai parlé. Et donc, ça a complètement changé la configuration du système solaire.
Nibiru a toujours continué à orbiter dans l'autre sens, hors du plan de l'écliptique, mais vous voyez que Tiamat a disparu. Un fragment de celle-ci, de Tiamat, qui a été coupé littéralement en deux, s'est fragmenté et a formé la ceinture d'astéroïdes. L'autre moitié a basculé par-dessus Mars pour devenir la Terre, en repoussant Vénus du côté du Soleil. Alors qu'à l'origine, c'était Vénus qui était dans ce qu'on appelle l'orbite habitable, la zone habitable. Pourquoi on dit habitable? Parce qu'à sa surface, l'eau peut être liquide. Et quand l'eau est liquide, avec une température modérée, une vitesse de rotation acceptable, la vie peut s'y développer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on peut suspecter qu'à l'origine, Vénus était aussi habitée. Mais malheureusement, la catastrophe astronomique a fait en sorte que Vénus se rapproche du Soleil et que la Terre prenne sa place. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent le livre d'Urantia. Non. Alors je ne vais pas faire de digression. Donc, Nibiru, en revanche, a vécu un hiver nucléaire considérable. Et vous savez, c'est que de la poudre, des fragments de roches ont envahi son atmosphère et ont fait que les rayons solaires, quand Nibiru se rapprochait du Soleil, ne pouvaient plus se réchauffer comme auparavant. Alors que la Terre a pu continuer progressivement à prendre une forme sphérique tout à fait acceptable pour abriter la vie. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Nibiru était aussi habité. Parce qu'entre-temps, la vie s'est développée, elle était aussi dans la zone habitable par rapport au Soleil. Donc la vie s'est développée également sur Nibiru. Ce sont les Anunnaki. Sauf que ces pauvres Anunnaki, avec la catastrophe astronomique qu'ils ont vécue, se sont retrouvés plongés dans un univers, on va dire un hiver nucléaire permanent. Il n'y avait plus assez de soleil, parce que ce que nous disent les tablettes, c'est que le temps de révolution de Nibiru était de 3600 ans. Nous, c'est une année, par définition. 3600 ans, 3600 fois plus qu'une année terrestre. Et le problème, c'est qu'ils profitaient de la chaleur terrestre pour que durant leur révolution, ils puissent continuer à vivre. Mais avec ces fragments de roches dans leur atmosphère, c'était plus possible. Donc ils ont dû trouver une solution pour pouvoir continuer à vivre. Et cette solution, eh bien, ils l'ont trouvée dans la manifestation de corps émissifs dans leur atmosphère. Ils ont cherché des corps émissifs qui étaient capables de capter la chaleur du soleil pendant les périodes estivales, pour ensuite relâcher cette chaleur au sol, ce qu'on appelle nous un gaz à effet de serre, mais là ce sont des particules solides, pendant les périodes hivernales. Et le corps le plus émissif que l'on connaisse, c'est l'or. Et donc ils se sont mis à arpenter le système solaire pour trouver de l'or. Ils en ont trouvé sur Mars, c'est pour ça qu'il y a eu des traces qui sont très suspectes sur Mars. On a trouvé des traces archéologiques assez curieuses, même la NASA s'interroge. Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler du visage martien. On en a beaucoup parlé il y a quelques années, mais ce n'est pas du tout une caricature. On est très intrigué par on va dire des massifs, qui ne sont pas des massifs, puisqu'ils sont très symétriques. On dirait des constructions ressemblant à des artefacts. Et donc, ce serait la présence Anunnaki qui cherchait de l'or sur Mars. Mais comme il y en avait assez peu, il y en avait beaucoup sur Terre, ils sont allés sur Terre, qui, entre-temps, a été habité, non pas par des êtres humains, mais par des singes. Donc, les singes ne feraient pas une grande résistance, donc ils ont pu s'installer, et ces dieux ont pu commencer à creuser des mines d'or. Et ces mines d'or, ils les ont trouvées très riches dans la région qu'on appelle aujourd'hui le Zimbabwe, donc en Afrique, dans la partie, on va dire, orientale de l'Afrique du Sud. Voilà. Et curieusement, quand on est allé chercher sur place, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des mines avec énormément de filons d'or, sauf qu'il n'y avait plus d'or. L'or de ces mines avait disparu, avait été récupéré par on ne sait qui, peut-être la Fed, le fonds fédéral d'or des États-Unis d'Amérique. C'est une boutade, mais cet or est manquant. On a réellement trouvé des filons sans or, ce qui n'arrive jamais. Et ça remontait de manière très ancienne. Et en plus, on a fait des analyses génétiques sur ceux qui occupaient ces régions. Vous allez comprendre pourquoi. Et il s'avère que l'ève génétique, parce qu'on a trouvé, alors c'est la l'ève mitochondriale, on a trouvé que la première femme
de l'humanité. Donc on l'appelait elle, hein, les généticiens ne sont pas embarrassés, hein, ils n'ont pas fait preuve de beaucoup d'originalité. Eh bien, on l'a appelée l'Ève génétique, et elle se trouvait sur place. C'est-à-dire que l'origine des êtres humains, c'est cette région. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'à l'origine, ce sont des Anunnaki qui creusaient. Pour le coup, c'était des dieux mineurs. C'était les ouvriers de ces dieux. Mais avec le temps, l'or devenait de plus en plus rare, il fallait creuser de plus en plus profondément, et les accidents arrivaient régulièrement. À tel point que les dieux mineurs ont constitué des syndicats, comme ici. Je ne sais pas s'ils avaient l'équivalent de la CGT ou de la Confédération paysanne, je ne sais rien. En tout cas, ils ont créé des syndicats. Ces syndicats ont manifesté. Ils avaient manifesté devant le palais de leur roi, qui était le roi Anou, avec des pancartes, je vous garantis, avec des grandes affiches sur lesquelles était écrit « La peine nous tue ». Et donc, ils voulaient avoir des substituts qui travaillent pour eux de manière à récupérer l'or. Eux ne voulaient plus redescendre, parce que nombre d'entre eux, ils perdaient la vie. Alors, ils ont fait des croisements génétiques pour essayer d'utiliser les chimpanzés, pour essayer d'utiliser, on revient à la planète des singes, ils essayaient de réutiliser les grands singes comme des ouvriers qu'ils essayaient d'éduquer, sauf qu'ils n'y sont pas parvenus. Les singes étaient bien gentils, mais ils n'étaient pas capables de pouvoir exercer des actions coordonnées pour récupérer l'or de ces mines. Donc ils ont commencé, alors c'est l'un des fils du roi Anou, avec sa femme, alors ça c'est curieux parce que c'était la femme de la côte, parce qu'elle vivait près de la côte du golfe Persique. Et c'est devenu, dans la Genèse, la femme qui a été créée par Dieu à partir de la côte de l'homme. C'est une mauvaise traduction des textes sumériens. Hein, parce qu'en fait, elle s'appelait Ninhursag, c'était la femme de Enki, qui lui était l'ingénieur, et elle a assisté pour créer donc, les premiers êtres humains, qui étaient nos hommes de Néandertal. Et ils les ont trouvés, finalement il y avait trop de gènes reptiliens, ils les ont trouvés trop peu coopératifs, et donc ils les ont détruits. Et je vous rappelle qu'on a trouvé beaucoup de cadavres de Néandertaliens, notamment gérés par l'Institut Planck, avec une perforation crânienne dont on ne connaît pas l'origine, comme si on leur avait tiré une balle dans la tête. Et eux le disent. Ils ont abattu les premières créatures qui étaient relativement peu domestiques. Et donc ils ont continué donc, à réduire le taux d'Anunnaki, laissant les singes un petit peu à leur place. Et ça explique, pour les généticiens, je ne plaisante pas, ça explique la barrière chromosomique et la fusion chromosomique qu'il y a entre les grands singes et les sapiens sapiens. Vous savez que les grands singes ont 24 paires de chromosomes, nous 23. Il a fallu une fusion pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc il a fallu une intervention génétique pour pouvoir y parvenir. Ça ne peut pas se faire naturellement. C'est ça. Voilà, ça ne peut pas se faire naturellement. Ça remet en cause l'échelle de Darwin. Oui, complètement. Mais on le sait. Je peux vous dire, personnellement, j'ai travaillé avec Langanet, le professeur Langanet, du musée de l'homme de Genève, et il me l'a dit, à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, et il m'a dit, vous savez, mon jeune ami, c'est vous qui avez raison avec la barrière chromosomique, c'est vrai. Darwin, ça ne marche pas. Ça marche pas. Mais il a dit, il m'a répondu ça, il m'a dit, je mise sur l'avenir que ce seront nous les évolutionnistes qui auront raison et non pas les créationnistes. Parce que nous étions en deux parties. Parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. La manière dont je n'ai pas le temps, parce que malheureusement, il me faudrait beaucoup de temps et je dois libérer à mon tour aussi la salle. J'ai jusqu'à, je crois, 14h, je crois que j'ai jusqu'à 15h30. Voilà. Après, je dois libérer à mon tour. Donc, voilà. Mais je ne vais pas faire à mon successeur la même histoire. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et les Sumériens apportent dans leur texte une explication. Et donc, ils ont fabriqué des êtres humains à leur place pour aller creuser dans les mines et récupérer de l'or. Mais ce qui s'est passé, c'est une autre histoire. Alors j'en parle, j'ai écrit des bouquins là-dessus. Si ça vous intéresse, je suis donc un petit peu plus bas. En dessous des escaliers. La conspiration des anges, parce que les anges, c'était des militaires à l'origine. C'était des militaires qui travaillaient à la cour d'Anou. Voilà. Donc, c'est un petit peu le modèle. Et le problème, c'est que quand Tiamat a basculé par-dessus Mars pour devenir la Terre, enfin un fragment de Tiamat, la moitié, eh bien, elle a heurté Vénus, et nous sommes dans le milieu de la France, tout le monde joue à la pétanque, et on sait très bien ce qui se passe quand on fait un tir au but comme ça, sur une boule, eh bien, on fait changer de rotation la boule en question. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Et il se trouve que Vénus est rétrograde. C'est la seule planète du système solaire qui tourne dans l'autre sens.
Et il n'y a pas d'explication. Les textes sumériens nous la fournissent. Alors voilà une pierre sumérienne sur laquelle on trouve un dieu Anunnaki. Et vous voyez que le phénotype n'a rien à voir avec un phénotype oriental. En plus, barbu comme ça, le visage, ça n'a rien à voir avec les populations locales. C'est pas normal. C'est-à-dire que là, ils ont représenté des individus qui ne sont pas comme eux, ce qui n'est pas normal. Et il est présent sur ce qu'on appelle une fusée Anunnaki, une roquette à poudre. Et là, ce ne sont pas des pieds que vous avez, mais ce sont des jets de gaz qui permettent à l'objet de s'élever. Alors là, vous avez, c'est notre ami cadreur qui a proposé cette image, que l'on retrouve sur une autre pierre gravée, avec la même fusée, c'en est une autre, et le peuple soumis, les êtres humains qui sont des esclaves, avec les Anunnaki qui sont beaucoup plus grands. Là, vous avez ce qu'on appelle les pierres de Baalbek, et ce sont, et c'est expliqué dans les tablettes, des plateformes où ces fusées roquettes atterrissaient. Alors, ce n'était pas des véhicules transversales, mais bien verticales, atterrissage et décollage vertical. Et ces blocs monolithiques n'ont aucune justification. On ne savait pas à quoi elles servaient, jusqu'à ce que M. Zegara-Sitchin, en traduisant ces tablettes, évidemment, est tombé lui aussi des nues en s'apercevant qu'elles étaient utilisées comme lieu d'atterrissage. Évidemment, parce qu'il récupérait l'or et ensuite il est porté sur Nibiru pour pouvoir en disperser à la surface de leur planète, dans l'atmosphère, pour pouvoir justement capter l'énergie solaire. Dans ce cas-là, l'effet de serre était recherché volontairement. Et ce qui est curieux, c'est qu'on a songé à des hivers nucléaires, et sachez qu'il y a des plans qui ont été envisagés par des géothermiciens, où il était justement question de disperser de l'or dans l'atmosphère pour pouvoir lutter contre les hivers nucléaires lorsque la Terre se rapproche du Soleil, de capturer sa chaleur et de la relarguer au sol. Vous voulez parler? Oui, je vous en prie. Question. L'or, la densité, c'est une des plus importantes avec l'uranium. Non, c'est pas très dense. Pas tant que ça, non. Non, pas tant. C'est un métal qui est très très mou et qui est très mou et qui n'était pas très dense. C'est le plus lourd, un des plus lourds. Non, c'est pas le plus lourd. La densité, c'est le mercure qui est beaucoup plus lourd. Ouais. 13 600. Non, c'est pas l'uranium. Non, parce que il faut pas confondre la densité avec le nombre de neutrons et de protons qui constituent le noyau. C'est ça. L'uranium, c'est l'uranium 238, effectivement, mais ça, c'est pas la densité. La densité, c'est le nombre de molécules que vous avez par unité de volume. Voilà. Et donc, l'or est... Parce que je pensais que vous dites dans l'atmosphère, je pense que ça... Ah non, c'est des particules, c'est de l'or fragmenté. Ouais, et je vous garantis que ce que je vous dis, c'est la solution qui a été retenue en cas d'hiver nucléaire. Donc on aurait fait exactement la même chose. C'était très curieux. Avant même, parce que c'était à une époque où on craignait justement qu'il y ait un conflit atomique entre l'Est et l'Ouest, et on envisageait tous les plans. Et dans les années 50, dans les années 60, parce que ça a failli dégénérer dans les années 60. Hein. Après la baie des cochons, Kennedy, il était pour un conflit nucléaire avec Khrouchtchev. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Les jeunes ne s'en souviennent pas, mais moi j'étais très jeune, mais je m'en souviens. Hein. À la télé, on fouettait. Hein. On nous apprenait à l'école à aller sous les tables en cas d'attaque atomique. Hein. C'est un truc que les gens n'imaginent pas aujourd'hui. Donc, les gens avaient envisagé ça dès les années 60 et 70, et puis Sitchin, dans les années 70, il traduit, il trouve la même chose. C'est incroyable. Moi, je trouve ça plutôt fascinant. Alors, je vais aller un petit peu vite sur le côté astronomique, parce qu'il y a d'autres informations, et j'aimerais vous laisser la parole. Donc là, j'ai plusieurs clichés de planètes, dont Mercure, ça va aller jusqu'à Pluton, et qui montrent justement que les inclinaisons ne vont pas. C'est-à-dire que l'axe de rotation n'est plus du tout sur le parallèle à celui du Soleil, et donc orthogonal au plan de l'écliptique, il est incliné. Et le nôtre aussi, il est incliné de 23 degrés.
C'est pour ça qu'on a des saisons. Et c'est pour ça que nous avons les saisons. Sans cela, nous serons équivalents. Et le fait d'avoir un axe de rotation incliné, comme la Terre tourne autour du Soleil, l'axe d'inclinaison lui ne bougeant pas, donc suivant l'hémisphère, donc évidemment, c'est pour ça que l'hémisphère nord et l'hémisphère sud n'ont pas le même hiver et le même été. On est antagonistes. Hein. Quand chez eux c'est l'été, chez nous c'est l'hiver, et inversement. Donc, l'analyse astronomique de Mercure montre qu'il y a eu un problème catastrophique, et c'est pareil pour toutes les planètes. Alors pour Vénus, c'est la pire, parce qu'en plus elle est rétrograde. Et il n'y a rien qui peut justifier que Vénus soit rétrograde. Et son activité tellurique aussi, c'est incroyable. Elle rejette, il y a une activité volcanique sans pareil, alors que si dès le départ elle avait été proche du Soleil comme elle l'est aujourd'hui, on n'aurait pas eu cette activité tellurique. On ne l'a pas sur Mercure. On ne l'aurait pas eu. Ça veut dire qu'autrefois, Mercure avait occupé une autre orbite autour du Soleil que celle d'aujourd'hui. Même chose pour la Lune. Alors la Lune, elle n'a pas été faite, on le sait maintenant, elle n'a pas été faite localement à côté de la Terre. Non, non. C'est un expulsat de la Terre. Pendant le choc, une partie de la Lune s'est échappée de la Terre par la force centrifuge, et c'est la raison pour laquelle, comme c'est la force centrifuge, les métaux sont restés au centre, et ce sont les roches qui s'en sont éloignées, donc les plus volatiles et les plus légères. Et c'est pour ça qu'il n'y a pratiquement pas de pesanteur sur la Lune, en tout cas qu'elle est 6 fois inférieure à celle de la Terre, parce que c'est justement un éjectat de la Terre. Alors que, naturellement, ça n'aurait pas dû être le cas. Et en plus, notre satellite est très pauvre, on le voit en oxyde de sodium et en oxyde de potassium. Pourquoi? Parce que ce sont des roches très, très volatiles. Donc pendant le frottement dû de l'expulsion et le choc que Tiamat a dû recevoir, il y a une partie de ces sels qui a dû se volatiliser. Alors c'est pareil pour Mars, j'en ai déjà parlé. La ceinture d'astéroïdes, ça c'est extraordinaire, parce que vous avez ce qu'on appelle les divisions de Kirkwood. Il y a des failles, il y a des trous dans la ceinture d'astéroïdes. Il y a des trous qui montrent qu'il y a une partie qui a été percée. Et c'est probablement Nibiru qui est passé sur cette ceinture quand l'une de ces lunes a percuté justement Tiamat qui s'y trouvait. Et ça peut expliquer les fameuses divisions de Kirkwood pour ceux qui s'intéressent à l'astronomie. C'est-à-dire que tous les mystères astronomiques auxquels nous sommes confrontés sont expliqués dans ces tablettes sumériennes. Et la pire, vous la verrez un peu plus tard. Alors Jupiter, c'est pareil, Jupiter, Saturne, Uranus, alors Uranus c'est la pire, c'est parce que son axe de rotation, il est carrément couché. Hein, au lieu d'être à 90 degrés par rapport au panneau écliptique ou parallèle, eh bien l'axe de rotation d'Uranus, qui est l'une des planètes les plus éloignées du système solaire, est pratiquement à 90 degrés de l'axe de rotation du Soleil. Parce que c'est celle qui a dû être la première confrontée avec ce corps cométaire que le système solaire a capturé il y a quelques millions d'années. Et je vous rappelle qu'il y a aussi un psychiatre qui est devenu un astronome très célèbre, Emanuel Velikovsky, qui dans les années 50 a écrit un ouvrage célèbre qui s'appelle Le monde en collision. Tout le monde se moquait de lui parce que lui, il a trouvé ses traces dans les textes historiques et il a fait la correspondance entre les dieux et les planètes, disant que les dieux c'était des planètes et que les batailles de ces dieux célestes c'était des chocs astronomiques. Et il a reconstruit un petit peu la catastrophe astronomique à sa façon. On s'est beaucoup moqué de lui dans les années 50, et puis dans les années 80, avec les sondes, on en parlait tout à l'heure, avec les premières sondes qui sont allées vers Mars et ensuite vers Jupiter, il y a eu le programme Mariner, il y a eu 10 sondes, puis il y a eu 2 sondes Viking, et puis 2 sondes Voyager. Donc on a bien exploré le système solaire. Et on s'est rendu compte que Velikovsky, il avait raison. Et oui. Et pas que Velikovsky, vous verrez Sitchin, parce qu'on s'est moqué de lui, quand il a sorti la 2e planète, il avait la couleur des planètes et la nature de celle-ci. Hein, on verra notamment pour Neptune et pour justement Uranus, où on donnait leur couleur à partir d'océans d'eau. Et tout le monde se moquait de lui. Et puis les sondes Viking et les sondes Mariner, enfin c'est surtout là les sondes Voyageur, c'est Voyageur 2 qui a été lancé en 1977, qui s'est rendu compte que ce qu'il avait décrit dans les tablettes sumériennes était vrai.
les planètes étaient bleu-vert ou vert-bleu, alors qu'aucun astronome ne l'aurait imaginé, et qu'il y avait bien de la glace qui recouvrait Uranus, et qu'il y avait de l'eau liquide à l'intérieur, parce que la glace, et ça, les amateurs de pastis ne pourront pas dire le contraire, la glace est beaucoup plus légère que l'eau, ça flotte, c'est un corps particulier, l'eau. Hein. C'est le seul cas où vous avez le solide qui a la densité la plus faible que l'eau. C'est pour ça que les glaçons flottent. Et c'est pour ça que ça protégeait la vie. C'est-à-dire que vous avez des calottes glaciaires qui sont à la surface de la planète, ou des océans, plus exactement, et ça protège du froid à l'intérieur, qui reste liquide. Et la vie peut se développer. C'est comme ça que nous sommes venus au monde, d'ailleurs. Sans la glace, hein, vous voyez, comme quoi, hein, les amateurs de pastis, finalement, n'étaient pas, voilà, si abrutis que ça, hein, du tout, loin s'en faut. Hein. Donc Uranus est un exemple du fait qu'elle a été très perturbée, Uranus et Neptune ont été très perturbés par un corps cométaire il y a on pourrait même dire quelques dizaines de millions d'années. Neptune et enfin Pluton. Ça c'était une façon d'expliquer, de montrer donc l'ellipse très importante de Nibiru. Alors, on va voir un petit peu la cohérence, je viens de vous la dire. Hein. Je viens d'expliquer précédemment comment les planètes se sont formées à partir du Soleil. Et donc, je vous ai rappelé ici comment devraient être organisées toutes ces planètes autour du Soleil. Et puis, malheureusement, il y en a beaucoup qui dérogent à cette loi et qui montrent que le système solaire lui-même a été perturbé par une source extérieure. Et cette source, c'est probablement celle dont les Sumériens ont parlé. La surabondance des métaux sur Mercure, c'est vrai, je n'en ai pas parlé, mais on a fait des simulations de chocs d'objets célestes et on s'est rendu compte que l'objet qui est produit à partir de ces chocs, c'est pour ça qu'on pense que Mercure, c'est peut-être aussi une planète qui a été produite par le choc entre Tiamat et Nibiru. C'est-à-dire qu'il n'y avait peut-être pas de planète entre le Soleil et Vénus. Mais c'est encore une incertitude. Et là, les tablettes ne sont pas très claires. Et tout ce qui est certain, c'est que Mercure contient trop de métaux par rapport à sa taille et à sa proximité par rapport au Soleil, donc avec la température à laquelle elle est soumise. Mais par contre, quand on fait des tests de choc, on se rend compte que les métaux des objets qui rentrent en collision fusionnent et justement constituent l'objet produit. Donc ça peut expliquer effectivement la surabondance de métaux sur Mercure. Là, la pénurie de métaux sur la Lune, j'en ai parlé. Je parlais également du déficit en oxyde de sodium et de potassium. Donc le scénario de la collision, c'est le plus probable. Donc il faut être honnête, c'est le plus probable. Alors c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé d'OVNI, mais c'est parce que c'est l'origine. Ils se sont forcément déplacés avec des objets, des aérodynes, qu'on appelle aujourd'hui des ovnis, pour pouvoir passer de Nibiru de Marduk. Et nous, on a conservé le nom des Sumériens, de Nibiru, sur la Terre. Alors, ce qui était important, c'était ce que je vous disais. C'est en 1977, enfin 76 aux États-Unis, 77 en France, quand les astronomes ont pris connaissance des traductions qu'avait faites Sitchin, eh bien, ils se sont moqués de lui en raison de la couleur de certaines de ces planètes, notamment d'Uranus et de Neptune. Eh bien, en 86, c'est Voyager 2. Alors attention, hein, en 86, je parlais de 77. 77, ça a été son départ depuis Cap Canaveral. Là, c'était pas. Il faut quand même un certain temps. Hein. Il a fallu quand même 9 ans, 9 bonnes années pour s'approcher d'Uranus et puis de Neptune. Eh bien, la sonde a bien confirmé les couleurs de ces tablettes, enfin en tout cas précisées par ces tablettes, à savoir bleu-vert pour Uranus et vert-bleu pour Neptune. Il y a une différence de teinte entre les deux. Et en plus, effectivement, on s'est rendu compte que Uranus était n'était pas entièrement gazeuse, comme les astronomes le pensaient. On pensait qu'Uranus, c'était un peu comme Jupiter et Saturne. Pas du tout, parce que les textes sumériens parlaient d'eau, parlaient de planètes solides. Eh bien, c'était bien le cas. Uranus n'est pas entouré de gaz, mais couverte d'eau.
et pas seulement d'une couche glacée, comme je vous l'ai indiqué, mais également d'un océan d'eau. Et ces tablettes le mentionnaient 5000 ans plus tôt, alors que nous, il a fallu attendre Voyageur 2 en 1986. À chaque fois qu'on s'est moqué de Zecharia Sitchin, il a eu sa revanche et les astronomes ont été obligés de faire amende honorable. Mais ce qu'on doit reconnaître aux astronomes, c'est qu'ils savent reconnaître leurs erreurs, pas comme les généticiens. Ça, je vous le confirme. En conclusion, et après je vous laisserai la parole, c'est pour ça que j'ai un petit peu pressé le pas, ça vous laissera le temps de vous exprimer, eh bien, on n'a pas de preuve directe, évidemment, que les Sumériens ont obtenu le premier contact extraterrestre de notre histoire. Et même, encore moins, qu'ils ont été créés par eux. En revanche, les tablettes révèlent des faits que les fouilles archéologiques ont confirmés. Déjà, leur gravure montre un système solaire parfaitement connu de cette civilisation, alors qu'ils n'avaient aucun moyen astronomique. Vous savez, la lunette astronomique, il faut attendre Galilée, et en hollandais. En fait, en réalité, c'est pas Galilée, c'est plutôt au début XVIe siècle, on le doit à un hollandais. Mais il a fallu attendre quand même le XVIe siècle pour commencer à voir éventuellement les satellites de Jupiter, et Jupiter lui-même, alors que les Sumériens connaissaient tout du système solaire, ce qui est impensable. Ensuite, ils ont révélé des faits que les analyses génétiques ont confirmés. C'est-à-dire que l'origine de l'humanité est à l'endroit où les hommes ont été créés par les Anunnaki pour creuser des mines d'or. C'est exactement à cet endroit. C'est quand même ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Enfin, je dirais que les Anunnaki, dans les tablettes, révèlent plutôt un protectorat, comme je l'indiquais, plutôt que d'un culte religieux. C'est-à-dire qu'il y avait un échange. Parce qu'à partir d'un certain temps, quand l'or a été entièrement extraite, il y a eu une cohabitation avec les Anunnaki. On pense qu'ils sont peut-être encore chez nous. Hein. Peut-être que Macron en est un, j'en sais rien. Mais ils sont là. Parce qu'il faut savoir une chose importante. Rappelez-vous, la révolution de Nibiru, c'est 3600 ans. Et si on juxtapose les connaissances que nous avons dans la biologie à Nibiru, on vit à peu près 120 ans, on va dire 100 ans pour faire simple, on vit 100 ans pour une révolution d'une année. Pour 3600 ans, ben ça fait 360 000 ans. Ils vivent 360 000 ans, et on peut imaginer qu'avec les progrès de leur médecine, ils pourraient vivre 1 million d'années. C'est une question qu'on me posait, mais ils sont morts, on devrait avoir des cimetières partout. Non, non, ils ne sont pas morts, ils sont encore vivants, ils sont encore là. Ils ne sont pas morts. Ils sont toujours vivants. Et oui, ça, je vous parle d'une époque que peut-être que les moins de 6000 ans ne peuvent pas connaître, comme dirait l'autre, mais il y a 6000 ans, c'est l'adolescence pour un Anunnaki. Pardon ? Ah ben non, elle a 3600 ans, elle le passe que tous les 3600 ans. On va peut-être la voir. Alors justement, c'est une bonne question parce que j'ai fait une conférence où des astronomes ont confirmé que le géomagnétisme, parce que le géomagnétisme de Nibiru est beaucoup plus important que le nôtre. Et il se trouve qu'actuellement, notre géomagnétisme est en train de baisser progressivement. C'est-à-dire qu'il va s'inverser. Et on le sait, on peut étudier les roches et leur géomagnétisme, et on sait que régulièrement, pratiquement tous les 3600 ans, c'est bizarre la coïncidence, eh bien, les boussoles n'indiquent plus le nord, mais le sud. Et 3600 ans plus tard, c'est l'inverse. Il y a un cycle. Donc, elle est en approche. Elle est en approche depuis à peu près, on le sait, la première que j'ai faite, ça remonte à peu près une vingtaine d'années, mais 20 ans par rapport à 3600 ans, vous voyez, ça représente peu de choses. Donc elle est en approche depuis cette période-là. Je sais que j'ai été en contact avec notamment un pilote d'Air France qui me disait qu'ils ont été obligés à Orly-Ouest de changer les cartes d'atterrissage parce que le géomagnétisme avait changé. Et que s'ils n'avaient pas changé leurs cartes, c'est plus sur les pistes qu'ils atterrissaient, mais sur le P7. Sur les parkings, il y avait 300 mètres d'écart. Ça fait désordre. Hein. Mais c'est énorme. Et j'ai eu des contacts avec eux. Des gens étaient venus de Lyon pour me le confirmer. Malheureusement, notre ami du CNRS n'est pas là aujourd'hui. Alain Anguis, avec qui je travaille, et lui, il vous le confirmera. On a été évalué lorsqu'on a fait cette première conférence. Et des gens de Lyon sont venus pour le confirmer. Des spécialistes du géomagnétisme qui nous ont dit, effectivement, en ce moment, on perd 50 km par an. C'est énorme. Et donc, il n'explique pas pourquoi. C'est comme s'il y a un gros aimant qui s'approchait de la Terre. C'est ça. Ça ressemble à ça. Un gros aimant qui se rapproche de la Terre.
Donc peut-être on va connaître Nibiru, hein, finalement. Donc, c'est un protectorat. Les Sumériens ont signifié un champ de connaissances qui quand même sont incompréhensibles pour un peuple, comme je vous dis, qui sortait du néolithique. Et enfin, c'est une société qui influence toujours la nôtre. Vraiment, on est presque basé sur le même modèle. C'est une société occidentale. Vraiment. Quand on voit leur organisation sociétale, avec les tribunaux, avec la justice et les enquêteurs, eux aussi ils ont leur inspecteur Colombo, ils ont tout le panel de notre propre histoire. C'est à 15h30, hein. Voilà. Donc je savais que je me calerais sur à peu près une petite heure. Donc je l'ai terminé, j'ai préféré aller un petit peu plus vite sur la partie astronomique pour vous laisser la parole de manière à échanger avec vous. Oui? Oui, je vous demandais juste effectivement si Nibiru fait partie du système solaire. Non. Non. Et non, elle ne fait pas partie justement, puisqu'elle n'est pas dans le plan de l'écliptique. Vous imaginez le plan, si je peux faire? Voilà. Là vous avez le Soleil et le plan de l'écliptique. D'accord? Et Nibiru tourne comme ça. Elle est en dehors du plan de l'écliptique. Elle tourne en dehors, donc on ne peut pas la voir. On la verra au dernier moment. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Non, mais ça va, elle ne va pas nous percuter. Mais par contre, le problème, c'est que ça va désamorcer la dynamo. Si ça désamorce la dynamo, ça a une conséquence. Ah oui. C'est que la Terre va pendant quelque temps cesser de tourner. Peu de temps, mais elle va cesser de tourner. Et après, elle risque de tourner dans l'autre sens. Ça aura des répercussions. Ça sera des répercussions climatiques. Ah oui, énorme. Brutales sur le moment. Ça va inverser l'épaule. Pardon? Ça inversera l'épaule. Non. Oui, parce qu'elle risque d'inverser l'épaule. Attention, l'épaule magnétique. Hein. Voilà, ouais, on va pas basculer de l'autre côté. Hein. On ne va pas se retrouver en Australie et l'Australie chez nous. Hein. Non. Non, c'est l'épaule magnétique, c'est-à-dire que la boussole, votre boussole indiquera le sud. Exactement. Ça va faire des dégâts. Oui, et le vortex tournera dans l'autre sens. Exactement. Voilà. Au niveau physique, humain, ça fait. Non. Génétiquement parlant, vous voulez dire? Oui, ben, par rapport à Dans la notre traction. quotidien. Ah ben, si la Terre cesse de tourner pendant quelques heures ou quelques jours, il y aura des conséquences climatiques Oui, mais importantes. il y a la traction, il y aura pas de traction. Je sais pas. Ben, ça veut dire que... Non, parce que l'attraction ne dépend pas que de la rotation, elle dépend de la masse elle dépend du manteau, donc même si elle ne tourne pas, vous aurez une pesanteur. Ah oui. Parce que la Terre, elle ne tourne pas vite, hein, elle tourne, hein, il faut 24 heures, hein, 6000 diamètres, hein, 6000 km, non. Il n'y a pas que la rotation qui influe. Ça influence à la gravité, vous avez raison, mais c'est pas ce qui va nous éparpiller. On ne va pas se retrouver collé au plafond. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on y va là. Voilà. Mais enfin bon, je vous parle à l'échelle du Nibiru, c'est-à-dire, nous on ne le verra peut-être pas, peut-être dans 300 ou 400 ans, j'en sais rien. Elle est en approche, mais ça va, il faut du temps. Quoi. Oui, monsieur. Oui. Les Sumériens sont arrivés avec des objets volants. Pourquoi Pas les Sumériens, les Anunnaki. Oui. Ils sont arrivés avec des objets volants. Oui. Il n'y a pas de traces de ces objets. Ben, c'est peut-être les ovnis que nous voyons quelquefois dans nos cieux. On n'a pas de traces. Alors, comme je l'ai fait en conférence, et je vais le répéter là, dès demain à partir de 16h, il faut savoir qu'aux États-Unis, depuis le 26 juillet 2023, eh bien, ce n'est plus une question, on sait qu'ils sont là. Ah oui, vous avez des officiers, parce que, en fait, on le doit à Trump. Trump, on peut l'accabler tout ce qu'on veut, mais c'est le seul président des États-Unis qui a maintenu sa parole auprès des associations ufologiques. Voilà. Pendant toutes les campagnes électorales, il y a toujours des associations qui allaient voir les candidats et qui leur demandaient de déclassifier des images et des documents concernant les ovnis. Tout le monde l'a dit oui, depuis Carter. Avec le Blue Book. Oui, en même temps, c'était avant. Oui, Blue Book. Ça, c'est les projets. Le Pentagone qui a reconnu. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de preuves physiques. Et là, il y a des preuves physiques que des marins, c'est l'US Navy essentiellement concerné, ont pu capturer. Oui. Mais ces images étaient confidentielles. Voilà. Trump l'a appris et il a voulu les déclassifier. Mais le Pentagone a refusé. Alors il s'est arrangé, parce qu'il avait des amis au Pentagone, qui les ont fait fuiter en 2017. Mais je peux vous dire, c'était un choc. Hein.
voilà, j'ai été convoqué parce que j'ai travaillé dans certains services et on m'a demandé mon avis, c'était en 2020, parce qu'ils les avaient classifiés en 2020, mais ils les avaient fait fuiter en 2017. Et ça a obligé le Pentagone de les livrer public en avril 2020. Et là, c'était un séisme, parce que les images qu'on voit, il n'y a aucune ambiguïté. Ce n'est pas des objets qui viennent d'ici. Et donc, ça a tellement alerté les autorités, Trump a dit, mais il y en a d'autres. Et je vais les déclassifier dans mon second mandat. Et moi, je peux vous dire que c'est pour ça qu'on lui a interdit d'avoir un second mandat. Et là, à ce moment, s'ils ont peur qu'il soit réélu, c'est pas pour le reste. Je peux vous dire que les militaires, ils ont peur qu'il aille... C'est pour ça que dès que Biden a pris le pouvoir, en janvier, ce que je vous dis est vrai, hein, en janvier 2021, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a fait relever le niveau des classifications des OVNI, de manière à ce qu'un prochain président ne puisse plus les déclassifier. Il leur a donné le niveau ultra top secret, qui est un niveau qui est extrêmement peu utilisé. Voilà. Et donc, Trump a promis que s'il était réélu, parce que ça on ne me le dit pas trop, hein, eh bien lui, il les reclassifierait tels qu'ils étaient et il les donnerait au public. Et donc, ça a inquiété le Capitole, le Congrès. Donc, en 2023, le Congrès a réussi donc, à réunir une commission d'enquête, constituée donc de sénateurs, parce que c'est une organisation bicamérale comme la nôtre, il y a des sénateurs et la Chambre des représentants. Je crois qu'il y a 100 sénateurs, et 377 députés, ou qui s'appellent des représentants. Il y a un sénateur par État. Non, pardon, il y a 2 sénateurs par État. Donc ça fait 100 sénateurs, 377. Il y avait les 477 parlementaires sénateurs au Capitole en juillet 2023. Et ils ont interrogé des anciens de l'US Navy qui n'étaient plus en activité, mais qui étaient obligés de parler. S'ils ne parlaient pas, pour les États-Unis, c'est un crime fédéral. Et je rappelle qu'un crime fédéral, là-bas, c'est passible de la prison, d'une prison fédérale à vie. Pas comme en France, hein. En France, vous avez un rappel à la loi, ce que vous voulez là-bas, vous allez à 50 ans, vous y passez toute votre vie, enchaîné en tenue orange, c'est fini. Et là, les militaires ont été obligés de parler. Et j'ai la vidéo, je vous la montrerai demain. Et là, ils ont été obligés de dire que non seulement ils ont vu des extraterrestres, qu'ils les ont pourchassés avec leurs avions. Tu leur fais peur. Je leur fais peur. Oh. Alors je vais arrêter. Non, ne le soyez pas, moi je ne voudrais pas inquiéter votre fils. Hein. C'est pas grave, dites-lui que c'est un conte. Hein. Vous savez, les contes sont cruels. Et donc, non seulement ils ont dit qu'ils ont vu des objets, qu'ils les ont photographiés, qu'ils les ont analysés, mais ils appellent ça des débris biologiques. Ils ont des cadavres d'extraterrestres. Et ils le disent à la députée ou à la sénatrice qui les interroge. Aujourd'hui, ils sont sûrs que non seulement ils sont là, mais vu les performances de vol dont ils font preuve, ils ne savent pas quelles sont leurs intentions. Et donc, pour eux, ils sont très menaçants et inquiétants. Et c'est la conclusion du Congrès. Et ça, en France, vous avez entendu parler de ça? Personne n'en a parlé. Pas un seul média a parlé de ça. Mais pour les États-Unis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, on ne se pose plus la question au Sénat, au Congrès. Ils existent. Et maintenant, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que ça parte en sucette? C'est ça la question que se posent les sénateurs et les membres de la Chambre des représentants. Oui. Oui, mais c'était beaucoup d'humour, voilà. Mais il n'y a pas d'image. Oui, il a dit, voilà. Moi aussi, à l'époque, j'ai enquêté en Israël, parce qu'il y en a qui voulaient mettre une ambassade pour les faire revenir, le mouvement réélien. Et Begin avait dit, vous savez, c'est pas la peine d'avoir une ambassade de plus, il y en a tellement, on sait plus où les mettre. Donc, il avait dit ça de façon officielle, mais avec un certain humour et un certain recul. Mais il n'y a pas d'image. Par contre, là, je vous assure, il y a des images. Et les images qu'on vous propose, il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est des échanges de communication entre pilotes et le porte-avions. Les images qu'il y a eu en mai 2023 en Irak. Oui, mais ce sont des... Oui, mais c'est pas... mais on peut imaginer des images arrangées, aménagées. En infographie, on peut faire ce qu'on veut. Alors que là, ce sont des images brutes du Pentagone qui proviennent de ce qu'on appelle de radars primaires. Voilà, c'est-à-dire que nous, on n'a que des radars secondaires, c'est-à-dire qu'il faut que l'objet qui se déplace envoie un signal qu'on puisse capturer de manière à le positionner dans l'espace. C'est comme ça que fonctionnent les tours de contrôle, avec des radars secondaires. Mais des radars primaires, eux, ils n'ont pas besoin de ça. D'accord? C'est l'inverse, ils envoient un signal, et c'est le signal qui rebondit sur l'objet. Donc les images qu'on a, elles n'ont pas été trafiquées. Elles ont été classifiées. Et c'est sous la contrainte que l'US Navy a dû les déclassifier.
je le répète, encore grâce à Trump. Sans lui, on ne serait pas au courant. Et je peux vous dire qu'il a mis une panique noire dans l'État. Moi, nous, on a été contactés à l'époque par M6. Il faut que vous sachiez, M6, c'est une chaîne de l'État qui est cachée derrière et qui, en fait, en réalité, c'est l'État. Je peux vous dire, hein, de l'intérieur. Et quand il y a des problèmes, ils viennent se renseigner. Voilà. Ils viennent voir. Et donc, j'ai pu m'apercevoir en août, c'est marrant, c'était le jour de la Révolution, le 15 août 2020, à quel point ils étaient en panique, vraiment. Nous, on ne voulait pas y aller, ils voulaient qu'on monte à Paris. À l'époque, j'étais avec Philippe, notre ancien président, et ils voulaient qu'on monte à Paris, mais c'était trop tard, on n'avait pas d'avion. Ils voulaient qu'on fasse une interview très vite pour le journal du soir, et on a refusé. Et donc, ils sont venus pour que M6 dépêche un cadreur qui vienne d'urgence à Marseille, on est des ploucs pour eux, qui viennent à Marseille pour une interview, c'est que vraiment, ils avaient un peu la trouille. Pourtant, à Paris, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des associations. Voilà. Mais bon, on était un petit peu connus à l'époque. Mais on est encore en tout. C'est pour ça que je suis là avec vous. D'autres questions? Oui, monsieur. Les deux planètes qui se sont percutées et qui ont créé la Terre. Oui. Ces planètes-là étaient en orbite elles-mêmes autour du Soleil. Oui. Comment, en étant sur des orbites différentes, elles ont pu se percuter? Mais parce qu'elles peuvent se croiser, les orbites peuvent se croiser, justement elles ne sont pas sur le plan de l'écliptique. Alors en plus, c'est les orbites qui se croisent, mais en plus, ce n'est pas la planète, mais c'est encore un élément extérieur, c'est une lune de cette planète qui a heurté Tiamat. Parce que si c'était la planète elle-même, je pense que Nibiru aurait subi le même choc, et il n'y aura plus d'Anunnaki. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait ni Anunnaki, ni humain. Voilà. Mais c'est quand même étonnant, hein, quand vous apprenez à partir d'une tablette l'origine du monde humain. Je peux vous dire que c'est étrange. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on parle d'un être humain, on est très valorisé. Puis d'un coup, quand vous vous rendez compte que derrière l'humain se cache U et ses mains, c'est très déroutant. Voilà. Nous sommes les mains de U. Ouais, ça réduit un peu la valorisation du terme qu'on peut lui accorder. Si d'autres personnes veulent se manifester. Oui, monsieur. Alors, à chaque fois, on a remarqué qu'il y avait une civilisation. J'ai recherché un petit peu. À chaque fois, il y a eu une civilisation qui a changé. On s'est aperçu, par exemple, qu'au Japon, il y a une civilisation carrément engloutie. Et est-ce que c'est pas un rapport justement à chaque fois avec ces 3700 ans? Alors je ne sais pas si le cycle de disparition des civilisations correspond au passage de Nibiru. Ce qui est certain, c'est que les civilisations, elles s'affaiblissent. Voilà, au bout d'un certain temps, elles se trouvent hors de danger, elles se démilitarisent et elles se font envahir. Ça a été le cas des Égyptiens avec les Hittites. Hein. Les Égyptiens ont disparu comme ça. Ça a été le cas pour la Grèce. Hein. Voilà, je pense que c'est notre faiblesse. Et nous, on est en train de le vivre en ce moment. Hein, c'est qu'on se démilitarise parce qu'on pense qu'il n'y a pas de danger. En fait, il y a toujours un danger. Il y a toujours un danger. On peut toujours susciter la convoitise d'un voisin envieux. Voilà. Et donc il faut s'en méfier. Sauf que peut-être les Sumériens ne se sont pas assez méfiés des Mésopotamiens. Voilà. Ça n'a pas le rapport avec les... Non, enfin, je ne pense pas, parce que leur disparition a été plus rapide. Entre 1600 ans, nous avons eu plusieurs disparitions. Nous avons eu l'Empire romain, avant il y a eu les Grecs, l'Empire grec, il y a eu l'Empire d'Alexandre le Grand, il y a eu l'Égypte, on a eu donc les Sumériens, les Babyloniens, les Mésopotamiens, les Akkadiens, les Perses. Donc, toutes ces sociétés ont disparu parce qu'elles se sont démilitarisées. Elles ont cru qu'elles avaient atteint une apogée et qu'elles ne craignaient plus rien. Et les populations n'étaient plus des guerriers. Vous savez, un ingénieur, c'est pas un guerrier. Voilà. C'est ça le problème. On n'a plus d'armée, on n'a plus de rafales, on n'a plus de canons César, on n'a plus grand-chose. Dans les artefacts, on a souvent retrouvé Oui. carrément le danger avec la personne dedans. Ah ben, il y a des artefacts que je n'ai pas pu présenter, que je n'ai pas retrouvé, je l'ai vu une fois, où on voit un véhicule 4x4. On voit un véhicule 4x4, voilà. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome du Carpo.
C'est-à-dire qu'on remime, c'est des civilisations primitives qui miment ce qu'ils ont vécu avec une société plus évoluée. Ça a été le cas avec ce qu'on appelle le culte du cargo, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Pendant la guerre du Pacifique, les Américains se sont installés sur une île qui était peuplée d'indigènes, qui du jour au lendemain vivaient avec les singes et les Wistiti. D'un coup, ils ont découvert le Coca-Cola, les GI, le chocolat, le chewing-gum, en l'espace de quelques heures seulement. C'était un choc vraiment extrêmement perturbant pour cette société qui a quasiment été transfigurée. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'une fois que la guerre du Pacifique a disparu, le pont que constituait cette armée a disparu. Ils sont repartis dans leur navire. Et dans les années 60, des ethnologues se sont retrouvés sur cette île. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Le culte du cargo. Ils avaient tressé sous forme de paille ce navire américain. Il y avait des objets de culte, c'était des bouteilles de Coca-Cola, ce qui a donné le film, ça donnait l'idée à un cinéaste de faire les dieux sont tombés sur la tête, et qui reçoit une bouteille de Coca-Cola sur la tête. Et en fait, ils ont retrouvé ces objets cultuels, la forme d'une bouteille de Coca-Cola, les dieux c'était des GI, des casques de GI avec des jeeps, tout ça a été cultuel dans cette île. Donc, on peut imaginer la même chose avec ces sociétés comme les Sumériens. Parce que les objets qu'ils ont figurés dans leur bas-relief, notamment celui d'Abydos, on n'a pas l'équivalent, et on n'a rien trouvé, sauf l'objet à Saqqara. Je me balade avec ma montre parce que je ne veux pas... Comment vous arrivez à être autant précis avec si peu de matière? Comment être, pardon? Autant précis. Comment vous arrivez à être autant précis? Pourquoi vous dites si peu de matière? Parce qu'il ne reste pas énormément de matière sur lesquelles... Oh, les tablettes sumériennes sont très déroutantes, mais c'est surtout des croisements. Moi, je ne suis pas non plus très convaincu, peut-être comme vous, je le dis et des fois j'en déçois, je ne suis pas convaincu de l'origine extraterrestre. Vous voyez, je vais jusque-là. Mais il y a quand même des faisceaux qu'on ne peut pas nier. Il y a des trous dans nos connaissances physiques qui sont comblés. Et c'est pour ça que je deviens précis. De tout est permis, mais comment on peut rentrer avec beaucoup de précision sur des choses? Donc il y a des canaux qui nous transmettent des choses, il y a d'autres moyens de savoir ces choses-là. Il y a peut-être d'autres moyens. Je vous encourage ce soir de participer à notre séance de TCI, parce que moi aussi je suis très cartésien et je fais des choses qui ne le sont pas. Ça a été un problème énorme avec mon administration, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de services de l'État et j'avais imposé les ovnis sur les extraterrestres à mon administration, qu'il avait accepté, ils n'avaient pas le choix de toute façon. Et ensuite, je me suis intéressé aux phénomènes paranormaux parce qu'il y a, c'est bien votre intervention, parce qu'il y a une corrélation très forte. J'en parlerai peut-être demain, entre les phénomènes paranormaux et les ovnis, et la société sumérienne. Et donc, je me suis intéressé à ces phénomènes, et quand j'ai demandé l'autorisation et l'habilitation pour continuer, mon directeur de recherche, qui était aussi le directeur de l'établissement, qui était, je ne vous le cache pas, une école centrale, qui est devenue une école centrale, m'a dit, Monsieur Arnaud, je veux bien les petits hommes verts ou gris, d'accord, mais les fantômes quand même, voilà. Il était complètement découragé, parce que c'est complètement hors champ de notre domaine de compétences. Et pourtant, il est là. On peut avoir un esprit cartésien et s'en préoccuper. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance de rencontrer une personne, j'ai fait beaucoup de TCI, transcommunication instrumentale, et on réussit à capter les messages. Mais les messages audio, hein, les gens vous parlent en direct. Hein. Donc ce soir, on va faire une séance comme ça à 17h30. Je ne sais pas où elle se trouve, la salle, je crois que c'est la salle César. C'est la salle 1, c'est la salle César, voilà. Et voilà, donc je vous encourage à venir. Donc moi je prends tous les canaux, tout ce qui aboutit, tout ce qui est réel. Parce que le fantasmagorique, le paranormal je veux bien. Le surnaturel, j'y crois pas. Le paranormal, si, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore bien maîtrisé. Vous voyez? Mais je crois en rien, mais j'envisage tout le possible. Voilà. Je ne peux pas mieux le définir. Et la TCI, croyez-moi, ça a été dur pour moi au début, hein, parce que je travaille avec quelqu'un, il a fallu que je l'étalonne. Vous ne pouvez pas imaginer, hein, on ne se connaît pas vraiment, mais je suis vraiment chiant. Quand je dis que je suis vraiment chiant, il le sait. Voilà. Il y en a qui peuvent le confirmer. Voilà, donc, quand je suis convaincu, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà. Franchement, voilà, plus convaincu que moi, ou en tout cas plus rationnel que moi, pour être convaincu, tu meurs. Hein. Vraiment, hein, il faut vraiment m'en montrer. Hein.
Merci beaucoup, René. Je suis désolée, je suis obligée de vous interrompre. Merci beaucoup pour cette passionnante. J'ai perdu le mot. Intervention. Conférence. C'est ça. J'ai vu qu'il y avait une demoiselle qui avait levé le doigt. Donc, est-ce qu'on peut, si elle vient à votre conférence tout à l'heure dans la petite salle, peut-être elle pourra poser sa question. Super, merci beaucoup. Et on vous retrouve à quelle heure demain pour ceux qui sont là pour la conférence sur les ovnis? À 16h, ici même à 16h. Merci beaucoup. Un applaudissement pour René Arnaud. Alors j'en profite pour vous rappeler le programme de ce qui se passe dans cette salle ici. Donc tout à l'heure,